Alors, je vais me tourner maintenant vers chacun d'entre vous et je vais vous demander un exercice très compliqué puisque vous allez avoir une demi-minute chacun pour pouvoir exprimer quel est selon vous, si on se replace 3 ans en arrière et aujourd'hui, avec bien évidemment la situation que l'on est en train de vivre actuellement, qui pourrait être source de désespérance. Mais justement, pour faire ce pari de la confiance, pour nous dire c'est possible, oui c'est possible et on peut y arriver, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle que vous avez constatée depuis 3 ans et qui vous fait dire aujourd'hui, eh bien, dans le contexte actuel, euh, malgré, peut-être grâce au contexte actuel, cette bonne nouvelle me fait croire que en 2021, nous sortirons finalement plus enthousiastes que nous rentrons dans cette année qui, il faut bien dire, est un petit peu compliquée. Bettina Laville, demi-minute. Quelle est la bonne nouvelle que vous avez à partager avec nous? D'abord, la très mauvaise, c'est que vous nous avez annoncé pour répondre à cette question 3 minutes et que maintenant on est à une demi-minute. Voilà. Alors, la bonne, si vous voulez, c'est, à mon sens, que depuis qu'on est effondré, on parle moins d'effondrement. Nous avons vécu un effondrement. Nous avons une économie à l'arrêt, nous avons eu des décès, nous avons eu vraiment une pause générale qui est au-delà d'une pause, une espèce d'expérience de ce que pouvait être un effondrement. Mes interlocuteurs habituels, qui sont comment dirais-je, les gens engagés dans l'environnement, certains, les plus extrémistes, ont pris depuis quelques années le drapeau de l'effondrement pour mobiliser. Quelque part, je les comprends. Moi, ça fait un certain nombre d'années que la pudeur m'empêche de citer, où je dis que véritablement, nous avons un environnement extrêmement menacé et que ça va mal finir, comme on dit. En revanche, il y a aujourd'hui un certain nombre de gens, un certain nombre de livres qui paraissent ou qui nous disent que le pire n'est pas certain, et des scientifiques éminents le disent. On recommence à avoir le droit, en particulier à propos du vaccin, de parler de progrès. C'est tout juste si on avait le droit dans cette communauté. Et ça, je crois est en train de se tricoter avec des soubresauts, avec très certainement des retours en arrière, etc., un renouveau d'un terme que moi j'adore, c'est l'humanisme, d'un humanisme qui est aujourd'hui, qui doit être complètement en accord avec la planète, mais pour aller de l'avant. Comme dirait Cynthia Fleury, Sigy la mer. Merci infiniment. Élodie Julien, quelle est votre bonne nouvelle? Alors tout à l'heure, je parlais d'une double reconnaissance des acteurs de terrain, mais aussi des institutions. Il faut rajouter une troisième reconnaissance, c'est celle des acteurs académiques. On voit que derrière le terme et le qualificatif de catalyseur, il y a une diversité de compétences qui sont très spécifiques et malheureusement qui ne sont pas suffisamment qualifiées, donc pas suffisamment mises en valeur. Donc tout l'enjeu, c'est de qualifier ce qu'est ce métier de catalyseur territorial, quels sont les mécanismes qu'il y a derrière le terme de co-construction territoriale et quelles sont les compétences qui sont induites. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis un certain nombre d'années, et on l'a vu notamment en 2020, c'est que les acteurs académiques commencent à se mobiliser, à s'intéresser de plus en plus à ce sujet. On a notamment les acteurs de la recherche, comme AgroParisTech avec la chaire Interaction, qui travaillent particulièrement ce sujet. Et ces acteurs de la recherche, ils vont avoir un rôle très important, puisqu'ils capitalisent très concrètement les pratiques de terrain pour pouvoir ensuite les formaliser et donc pouvoir ensuite les diffuser et les irriguer auprès de tous ceux qui sont concernés et intéressés par ce métier. À côté des acteurs de la recherche, évidemment, autre acteur très important, c'est ceux de la formation, les acteurs de l'enseignement et de la formation, qui vont permettre de faire monter en compétences les personnes. Et là, on peut citer par exemple tous les programmes de formation et les expérimentations qui sont menés par le CNFPT. Et donc, tout l'enjeu, selon moi, c'est qu'à partir de 2021 et dans les années prochaines, ça va être comment développer les compétences. Et ce qui est très important, et donc c'est la bonne nouvelle, c'est que tout le travail qui a été déjà enclenché par tous les acteurs académiques, que ce soit ceux de la recherche ou de l'enseignement et de la formation, vont pouvoir permettre de justement éclairer et apporter du contenu à comment développer les compétences pour que, in fine, on puisse se dire, voilà, on va développer les alliances territoriales au service du territoire et ça va être un effet démultiplicateur.
Merci beaucoup. Alors je me tourne vers vous en redéfinissant ce que veut dire une demi-minute. Ça veut dire assez court, chère Brigitte Giraud. Et plus nous allons aller, plus cette demi-minute va devoir se resserrer pour tenir le timing. Brigitte Alors, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que ce joli mot de territoire on utilisait beaucoup depuis longtemps quand on était acteur territorial, justement, pour le développement local, eh bien, il a fini. Ces 3 dernières années, il a accéléré le pas. Il a fini par remonter jusqu'à Paris, ce qui, en France, est quand même un exploit. Et donc, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a redécouvert cette notion de proximité avec la crise, justement. Et qu'en territoire, il y a plein de lieux de proximité où il y a des possibilités de co-construction de l'intérêt général. Et pour leur part, les associations sont très fortement dans l'envie d'y participer. Merci Brigitte. Philippe, Joanie. En 30 secondes, ça va être dur. Et puis, moi, je ne voudrais pas te parler de prendre ma casquette, en tout cas de représentant des entreprises, mais aussi des salariés. Alors, j'ai eu plusieurs bonnes nouvelles. J'avais notamment une bonne nouvelle sur la RSE, la co-construction que l'on a mis en place dans la branche avec les partenaires et les parties prenantes en tout cas. Mais je retiendrai surtout comme bonne nouvelle, suite à cette crise dans laquelle on est encore, c'est la qualité du dialogue social que nous avons eu avec les partenaires sociaux, notamment, et le positionnement que les uns et les autres, tant du côté entreprise que du côté salarié, nous avons eu, avec, je ne vais pas aller jusqu'au mot construction, bien entendu, mais en tout cas, une véritable prise en compte de l'intérêt général, très spécifique, très ponctuelle, dans une notion de temps qui, bien entendu, est très définie. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense sincèrement que ça va laisser des traces, et pour une fois des bonnes traces, et que le sillon a commencé à être creusé. Et j'espère, en tout cas, et c'est très encourageant, pour un dialogue social très mature. Je parle de ma branche, mais je sais aussi que dans d'autres branches, la pratique a été la même. Merci Philippe. Jean-Paul Bailly. D'abord, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. Bon. Non, moi j'aurais retenu la montée en puissance et l'accélération des entreprises qui se tournent vers le fait des entreprises à mission. C'est soit de manière formelle, soit de manière encore relativement informelle, mais ça veut dire que d'une certaine manière, les entreprises ont compris qu'elles n'étaient pas que des animaux économiques, mais des gens qui avaient comme mission de participer au développement responsable et donc finalement à l'intérêt général de la société dans laquelle on vit, et que d'ailleurs leur intérêt bien compris, c'était aussi que et les territoires et la société dans laquelle on vit se portent bien. Et donc je pense que ça c'est vraiment une bonne nouvelle, et c'est d'autant plus une bonne nouvelle que j'ai toujours pensé que les acteurs les plus décisifs dans cette transformation seraient les entreprises. Il y a les États, etc. Mais ceux qui font la transformation, c'est quand même les entreprises. Ils ont les effectifs, ils ont les compétences, ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont les technologies. Donc c'est vital pour cette transformation et que les entreprises commencent à comprendre qu'elles sont au service de l'intérêt général aussi. Merci beaucoup. Last but not least, même si nous sommes en France, cher Jean-Paul. Et moi, je crois que la bonne nouvelle, c'est la brutale déchirure du rideau d'insouciance dans lequel nos sociétés vivaient, et avec la brutale réapparition d'une notion qui avait disparu, la notion de la fragilité. Parce que la fragilité vous fait prendre conscience de ce que vous avez peur de perdre. Un amour, un enfant, un emploi, une dégradation du territoire, une entreprise. Et que je crois qu'on est en train d'assister dans la tête de beaucoup de nos concitoyens à la hiérarchisation des priorités et au retour à l'essentiel. Ah, les enfants disent « Moi, mon prof qui me cassait les pieds, tout compte fait, qu'est-ce que ça me manque l'école ?» Mon patron qui, etc. Le dialogue social que vous évoquiez, c'est qu'on est en train, l'agriculteur de proximité. Je vois des tas de réflexes qui reviennent vers du bon sens, de la proximité et de l'essentiel. Et je crois que ma conclusion, c'est qu'il y a une opportunité à ce que ces conflits d'intérêts dans lesquels nous étions tous les uns et les autres confrontés, avec la notion de concurrence, pour moi, etc., nous sommes en train de basculer vers une communauté d'intérêts où la fragilité collective engendre la peur de ma fragilité individuelle et où la consolidation du collectif peut m'apporter une proximité et un sens à donner à ma vie. Merci beaucoup. Alors, humanisme, mobilisation de la recherche et de l'enseignement, la valeur finalement de la proximité incarnée sur les territoires, la RSE en co-construction et la qualité du dialogue social, la montée en puissance de l'entreprise à mission,
la fragilité qui devient non plus une fragilité individuelle, mais une force collective. Eh bien, quel beau programme pour 2021. Je vous remercie de l'avoir partagé.